Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et j'anime pour vous cette émission de Comment c'est fait. Fabriquer un objet de façon artisanale est une chose, le fabriquer en série en est une autre. Nos caméras vous révèlent les détails insoupçonnés des procédés de fabrication courants. Une image aux 1000 mots? Alors, regardez bien. Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les couteaux suisses. Les rouleaux porte-musique. Les navires pétroliers et les roues de voitures de course. Un couteau suisse est une trousse à outils complète en format de poche. Ce petit couteau multifonction a été créé pour l'armée suisse en 1891. Depuis, il se décline en plusieurs versions grand public et plus d'un siècle plus tard, il est toujours aussi commode. Perdu dans les bois ou sur une île déserte, d'une façon ou d'une autre, un couteau suisse pourrait vous être fort utile. La production commence avec cet énorme rouleau d'acier inoxydable. Un mécanisme entraîne l'acier vers une matrice. La presse force l'acier contre la matrice qui poinçonne des ébauches de lames. Elle trace aussi les rainures qui permettront à l'utilisateur de saisir facilement les lames. Les pièces comme les ouvre-boîtes et les pinces sont produites en série à l'aide de la même technique. Les ébauches sont placées dans une cuve à vibration emplie de pierres en céramique et d'eau. La friction polit l'acier. Un peu de poudre empêche les pièces de coller les unes aux autres. Après plusieurs heures, un puissant aimant est activé pour extraire les pièces de l'amas vibrant. Le procédé a beaucoup lissé les lames, mais elles sont encore émoussées et le métal est fragile. Un ouvrier place donc les lames sur un convoyeur à mailles qui les entraîne dans un four où elles sont exposées à une chaleur intense. S'ensuit un rapide refroidissement qui renforce considérablement l'acier. Les lames trempées se retrouvent maintenant sur un carrousel en route vers le poste de meulage où elles sont amincies et ébarbées. Ce liquide vert les empêche de chauffer pendant le processus. Par la suite, un outil informatisé mesure les lames. Si leurs dimensions sont le moindrement inexactes, elles ne pourront s'insérer dans le manche. Le nom de la marque est maintenant gravé. Pour assembler le couteau suisse, tous les outils sont glissés sur des rivets de laiton en commençant par un entrelame en aluminium. Un ressort métallique plat vient ensuite, suivi d'un ouvre-boîte, d'un tournevis et d'un poinçon pour faire des trous dans le cuir. Un autre entrelame et un autre ressort sont placés par-dessus. Ils sont pressés, puis on glisse un crochet tout usage et une paire de ciseaux sur les rivets. Un autre entrelame, un autre ressort et une lame pour scie à bois est ajouté à ce sandwich multifonction, car on ne sait jamais à quel moment il pourrait s'avérer utile. La lame principale, un tire-bouchon et une lame plus petite sont ajustés par serrage sur l'assemblage. Un dernier entrelame et les rivets sont fixés solidement à l'aide de douilles. Incroyable mais vrai, cet assemblage de 2,5 cm d'épaisseur contient 9 outils. L'excédent des rivets est coupé pour qu'ils ne dépassent pas des douilles. Puis cet outil pivotant les aplatit. Le résultat est un outil à branches multiples pratiquement impossible à défaire. La lame du couteau suisse est mince par rapport à celle d'autres couteaux de poche afin de s'insérer dans le manche. Le tranchant est meulé à un angle d'un peu moins de 15 degrés, ce qui le rend coupant comme une lame de rasoir pour la durée de sa vie utile. Le côté à angle est mesuré au laser afin de vérifier son exactitude. Voici maintenant le manche. Il vient en 2 parties. La trousse d'outils est placée en sandwich entre les 2 parties et le tout est pressé. Les douilles sont ainsi enfoncées solidement dans les trous du manche.
Étonnamment, il reste de la place pour insérer des bruxelles et un cure-dent. Finalement, chaque couteau est inspecté pour s'assurer qu'il est en parfait état et que les lames sortent du manche comme prévu. Fabriquer un couteau suisse est un travail effectué avec une précision quasi militaire. Il n'y a pas de place pour l'erreur lorsqu'il s'agit d'intégrer tous ces outils dans un boîtier de poche. Ce petit couteau multifonction est maintenant prêt à passer à l'action pour vous dépanner en toutes circonstances. Le premier système de piano mécanique a été inventé autour de 1895. On le plaçait devant un piano ordinaire et les doigts de bois du mécanisme, guidés par un rouleau de papier perforé, jouaient les notes. Au début du 20e siècle, les entreprises de piano ont intégré le mécanisme à l'instrument lui-même. Le piano mécanique a fait fureur autour de 1930, mais il en existe encore de nombreux exemplaires. La méthode originale pour fabriquer ces rouleaux faisait appel à un piano enregistreur. Alors que le musicien jouait, chaque clé activait une soupape pneumatique qui pressait une tige correspondante contre le papier du rouleau porte-musique placé sur du papier carbone. Le papier était ensuite perforé aux marques laissées par le carbone. La méthode moderne fait appel à un clavier électronique relié à un ordinateur. Alors que le musicien joue, l'ordinateur convertit les notes en données. Le musicien édite les données puis les transfère à un autre ordinateur relié à une perforeuse, une machine qui perce 18 rouleaux simultanément. Tout comme la vieille machine enregistreuse, la perforeuse est dotée d'une soupape pneumatique pour chaque note du clavier du piano. Alors que l'ordinateur active chaque note, la soupape correspondante active un poinçon d'acier qui s'abaisse pour percer un trou dans le papier qui défile. Plus le trou est long, plus la note sera longue. La musique est surtout constituée d'accords multinotes. La machine vibre donc furieusement pour percer de nombreux trous à la fois. Lorsque la perforeuse a terminé, l'opératrice coupe le papier et tamponne de façon temporaire le titre de la chanson. Le papier est alors acheminé à une autre aire où le titre de la pièce et d'autres renseignements sont imprimés de façon permanente. Le début du rouleau est coupé en pointe. Entre-temps, cette machine rivette des œillets en laiton sur une bande de polyéthylène adhésive. Puis, un emporte-pièce découpe une languette autour de chaque œillet. Une de ces languettes est collée à la pointe biseautée de chaque rouleau. Elle s'accrochera au mécanisme du piano mécanique. Un peu de fécule de maïs sur l'adhésif à découvert empêche les rouleaux de coller les uns aux autres. Et lorsqu'il y a des paroles sur la musique, elles sont imprimées directement sur le rouleau afin que vous puissiez chanter tandis que le piano joue. La première étape consiste à créer un pochoir des paroles, ce qui nécessite de découper chaque mot lettre par lettre. Le positionnement des mots sur le pochoir est crucial, car ils doivent être synchronisés aux notes. Le pochoir est placé dans une imprimeuse qui transfère les paroles à l'aide d'un rouleau encreur. La dernière étape consiste à enrouler le papier. Chaque rouleau est enroulé autour d'une bobine de carton ayant un rebord de plastique à chaque extrémité. Lorsque vous installez un rouleau dans le piano, vous placez les rebords sur des supports, puis vous accrochez la languette à une bobine qui tire le papier à travers le mécanisme. Un ruban élastique empêchera le rouleau de se dérouler et une boîte personnalisée l'accueillera. Une machine prépare des feuilles de carton décoratifs et les applique à l'aide de colle chaude sur le couvercle des boîtes.
La touche finale est une étiquette avec le titre de la pièce musicale. Lorsqu'un rouleau défile à travers un piano mécanique, de l'air s'engouffre dans les perforations, ce qui active les soupapes pneumatiques correspondantes. Chaque soupape abaisse la note correspondante. Cette usine produit plus de 4500 pièces différentes sur rouleau porte-musique, de grands classiques au succès populaire. Le premier navire pétrolier a été mis à l'eau par les Britanniques vers la fin du 19e siècle et ouvrait la voie à une révolution des transports. Depuis, ces gigantesques navires qui transportent des millions de tonnes de pétrole chaque jour sillonnent les océans de la planète. Sans eux, l'économie mondiale serait à sec. Grandeur réelle, ce pétrolier fera plus de 2 terrains de football. Il est si grand qu'il doit être construit par sections modulaires qui sont ensuite assemblées à l'aide d'une grue en cale sèche. Ce processus nécessite beaucoup de planification et d'ingénierie. Le plan est d'abord établi à l'ordinateur et un numéro est attribué à chacune des 110 000 pièces. Pour un travail de cette ampleur, l'étiquetage coordonné par ordinateur est la seule façon de faire. Les ouvriers soudent des tôles d'acier pour former la coque du navire. Pendant le soudage, le sable placé sur les lignes de soudure fond, ce qui protège ces lignes des contaminants présents dans l'air. Les ouvriers préparent les poutres d'acier de la charpente. Un robot les place exactement au bon endroit sur la section soudée de la coque et un opérateur confirme l'exactitude de l'emplacement. D'autres robots soudent les poutres à la section de la coque. Une plaque d'acier est maintenant submergée dans l'eau. L'eau absorbe le bruit et la fumée provoquée par une coupeuse à plasma qui perce des trous dans l'acier. Cette plaque d'acier fera partie de la citerne de ballast. Certains des trous permettront à l'eau de circuler, tandis que d'autres allégeront la structure d'acier. Le plasma surchauffé trace aussi des fentes pour emboîter les poutres de charpente de la coque dans la plaque. L'assemblage est alors soudé et les ouvriers installent une tôle supérieure pour la double coque. Une double coque offre une protection supplémentaire contre les marées noires. Une fois le tout peint, une puissante machinerie transfère la section de la double coque à son emplacement final sur le côté du pétrolier. Lorsque la coque sera entièrement assemblée, elle contiendra 12 citernes de charge pour une capacité totale de 53 millions de litres. La section du moteur se trouve à la poupe du navire. Il faudra 3 génératrices au diesel pour alimenter les systèmes d'éclairage, de ventilation et informatique du navire. Chacune d'entre elles est descendue doucement sur le pont du pétrolier. Un moteur au diesel de 10 000 chevaux vapeur assurera la poussée du navire. Son installation est un travail de grande précision. Il doit être parfaitement en place pour faire tourner l'immense hélice. 4 mois plus tard, la coque est complétée et l'immense hélice est en place. Il est maintenant temps de construire la superstructure où l'équipage demeurera pendant des mois. Ce navire contiendra 16 km de tuyauterie. Les ouvriers soudent ces tuyaux et les boulonnent aux sections de la coque. C'est un labyrinthe élaboré avec un plan directeur impressionnant. Ces tuyaux sont reliés à une série de citernes qui se trouvent dans la coque et permettront de charger et de décharger le pétrole. Entre-temps, les citernes sont assemblées dans la coque. Au fond, l'équipe installe un serpentin de réchauffage. Il servira à chauffer le pétrole brut pour le rendre plus fluide, afin de pouvoir vidanger les citernes par pompage. D'autres ouvriers meulent les lignes de soudure sur le revêtement extérieur du navire, afin d'uniformiser la surface pour la peinture. Cette peinture est un mélange époxyde qui résiste à la corrosion provoquée par l'eau salée.
Les ouvriers en appliquent 3 ou 4 couches, puis mesurent son épaisseur à l'aide d'une jauge à ultrasons. Au total, les ouvriers vaporiseront 145 000 litres de peinture sur ce pétrolier. Dans cette séquence en accéléré, notre pétrolier est assemblé comme un jeu de construction en quelques secondes. En réalité, comme vous venez de le voir, c'est un travail complexe et il aura fallu 16 mois pour le compléter. Encore quelques mois d'essai et ce navire devrait pouvoir prendre la mer. Au premier coup d'œil, une roue d'une voiture de course ne semble pas très différente d'une roue standard. Mais si on y regarde de plus près, on remarque des différences subtiles au niveau des angles et des contours. Elle doit en effet être assez robuste pour bien prendre les virages et pour négocier les forces extrêmes engendrées par la haute vitesse. C'est le pilote qui va récolter le trophée et le crédit, mais sans roue appropriée, sa victoire serait impossible. La fabrication de ces roues spéciales commence avec de l'acier faiblement allié à haute résistance mécanique, un matériau très stable. La première d'une série de presses de découpage imprime un profil concave au disque solidaire de la jante, le voile, et esquisse des trous pour les boulons. La presse suivante perce un trou pour le moyeu et des ouvertures qui permettront de refroidir les freins tout en maintenant la robustesse aux endroits nécessaires. Les ouvertures du disque sont ensuite frappées. Ce procédé permet d'en améliorer l'aspect tout en comprimant l'acier afin de renforcer encore davantage la pièce. La prochaine presse est cruciale. Elle force le disque dans un moule à forme assiette et lui donne des dimensions déterminées afin de pouvoir accueillir les freins. Les angles précis renforcent également la pièce. Après beaucoup d'usinage, le voile de cette roue de voiture de course a finalement pris forme. Une plus petite presse poinçonne maintenant les trous pour les boulons esquissés plus tôt. Ces trous permettront de monter la roue sur le véhicule. Le voile est maintenant fixé à un dispositif rotatif pour qu'une série d'outils les barbe. La pièce est complétée. Pour fabriquer la jante, une machine déroule une bobine d'acier et des rouleaux font disparaître la courbure. Un bras mécanique maintient l'acier aplati lâche, tandis qu'un cisailleur le coupe en longueur et estampe les renseignements sur le produit d'un seul coup. Un machiniste passe maintenant l'acier entre 3 rouleaux afin de former un anneau. Il place celui-ci entre les mâchoires d'une machine à souder qui fusionne les deux extrémités. Il glisse ensuite l'anneau dans une autre machine qui enlève les résidus du soudage. Comme le matériau est encore chaud, les résidus peuvent être enlevés facilement. Le cercle est maintenant soumis à une intense pression. Cette machine le force contre des matrices aux deux extrémités afin de façonner des bordures, des joues de jante. Ce dispositif transfère la jante à une série de rouleaux qui façonnent son rebord interne, le repos de talon, où s'appuiera le talon du pneu. La jante est ébavurée pour que son rebord soit lisse et la pièce est complétée. Le voile est placé lâchement dans la jante et tandis que celle-ci tourne, l'extérieur est chauffé au chalumeau. Ce procédé provoque l'expansion de l'acier et le voile s'encastre dans la jante. Lorsque celle-ci refroidit, elle se contracte et se resserre contre le voile. Les deux pièces sont maintenant emboîtées. Une soudure fixe le tout de façon permanente. Un ouvrier perce des trous filetés dans la roue pour fixer les corps de valve. En ressortant, la perceuse tourne en sens contraire afin de ne pas abîmer le filetage.
Après une couche de peinture, les ouvriers appliquent un enduit frein pour filet au corps de valve et les vis dans les trous. Tandis que la roue tourne, un petit rouleau lui applique une bande de peinture pour l'esthétique. Ensuite, une presse imprime un numéro en relief qui permettra d'identifier la roue en cas de problème. Et voilà, cette roue est prête à filer vers le fil d'arrivée. Étonnant, n'est-ce pas? Je suis persuadé que vous avez appris quelque chose de nouveau. Notre équipe travaille sans relâche à tenter de démystifier divers procédés de fabrication. Je vous invite donc à être des nôtres pour la suite de la série. À la prochaine! Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcestfait.com. Painkiller Jane, demain 17h à Z-Télé.